Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va aborder plusieurs sujets, je vais répondre à plusieurs questions qui ont été envoyées. On va dans un premier temps parler de comment allier les douleurs articulaires et nos entraînements, comment on fait pour continuer à s'entraîner lorsqu'on a mal à une articulation. Ensuite on va parler de comment intégrer un protocole de travail isométrique afin de développer ses performances. Je vais vous partager tous les secrets, donc croyez-moi, je vais vous inviter à prendre des notes ici. Et finalement on va aborder les différentes erreurs que la plupart des gens commettent lorsqu'ils entament des régimes, des pertes de gras et ce pourquoi ils n'arrivent pas justement à atteindre cet objectif désiré de transformation physique. Donc restez connectés jusqu'à la fin, il y a plein de trucs à noter et à intégrer directement dans votre pratique sportive et votre pratique du quotidien. Je le rappelle à chaque fois, il y a un lien dans la description. Et vous pouvez poser vos questions sans limite de caractère. C'est ce qui me permet d'avoir un maximum de contexte et de vous aider au mieux de ramener ou d'amener une réponse qui est la plus éduquée possible en espérant que ça pourra vous guider au mieux. D'ailleurs, je fais la petite annonce ici avant de commencer avec les réponses. On a atteint les 50 000 followers sur Instagram, donc merci à tous ceux qui soutiennent depuis le début. Et on a une offre spéciale, moins 20% sur 4 programmes. Le programme Genou Bulletproof, le programme Épaule Bulletproof, le programme Hybrid Starter et le programme Restore Tendinopathie Patellaire. Donc voilà, les programmes qui étaient très demandés ces derniers temps. Il y a un lien dans la description, comme ça vous savez, allez checker ça si un de ces programmes vous intéresse. Donc commençons directement par la première question de Kevin qui a été posée ici. Question qui rejoint plusieurs autres questions qui ont été envoyées également. Donc si jamais je n'ai pas sélectionné votre question, c'est qu'elle tombe au final dans un thème commun et que vous y retrouverez la réponse, bien entendu, malgré que le contexte soit légèrement différent. Salut Kevin, j'espère que tu vas bien. Merci pour ton contenu et pour tes programmes. Ils ont énormément changé ma manière de voir le sport, notamment l'après-blessure. D'ailleurs, j'ai ton programme Knee Bulletproof pour travailler sur une blessure qui n'est pas totalement guérie. Je voudrais savoir comment tu recommandes d'effectuer ce programme en parallèle à un programme entre guillemets basique d'hypertrophie, n'ayant pas ou peu de focus jambes du fait de la blessure. Je ne sais pas si ça fait sens. Merci encore pour ton contenu et le free game, Kevin. Kevin, merci à tous les Kevin qui soutiennent. Hey, le K-Suis Show, c'est un peu votre podcast. C'est peut-être pas K-Suis, c'est K-France Show, K-Belgique Show. Peu importe, vous êtes dans le monde. Je rigole, c'est la petite blague. Quoi qu'il en soit, les amis, eh bien, c'est une très bonne question qui a été posée ici. Question qui, vous devez garder ça en tête en tout temps. Et je vais commencer directement par passer un petit coup de gueule. Peut-être que je l'ai déjà fait passer ici et là. Quand vous avez mal à une articulation, forcer sur cette dernière, ça ne va pas vous aider. Ça, c'est sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein d'alternatives à considérer. C'est le premier truc que vous devez garder en tête. Et pour aller dans la direction dans laquelle vous voulez aller, c'est-à-dire retrouver ce niveau que vous aviez par le passé, durant lequel vous pouviez faire tout ce que vous vouliez faire. Maintenant, bien entendu, vous êtes limité dû à la blessure. Eh bien, il faut penser à ça comme un travail en parallèle. Je vais trouver des alternatives, je vais arrêter de faire ce qui me fait mal et je vais travailler sur mon articulation qui me fait mal, mon articulation qui est douloureuse. Et le problème que je rencontre, et j'ai reçu des messages des gens qui me disent « Kev, là je suis encore à la phase 0 de ton programme et je continue à être à la phase 0, j'arrive pas à passer à la phase 1. » Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec mes programmes Bulletproof, il y a une phase qui est axée sur les principes de base de la rééducation pour que vous ayez des premiers outils. Bien que on doive tout individualiser au maximum, j'essaie de vous enseigner au maximum tout ce qu'il faut savoir pour que vous puissiez l'appliquer sur vous. Et une fois que la douleur a diminué, on peut passer à la prochaine phase. Et parfois, j'ai reçu des messages de gens qui me disaient « Écoute, je suis bloqué à la phase 0, ça me fait toujours mal. » Et ensuite, je vais checker leur profil et je vois « Ok, mais tu continues à faire des sauts, tu continues à faire des squats clean, tu continues à faire des sprints. C'est normal. On va faire un pas en avant, un pas en arrière, éventuellement un pas en avant, 2 pas en arrière. Il n'y a pas de solution miracle du style « Ok, tu continues à faire tout ce qui te faisait mal et qui aggrave la situation. » en faisant un programme sur le côté et puis ça va aller. Non, il faut arrêter, étape numéro 1, arrêter complètement de faire tout ce qui aggrave la situation. Aussi simple que ça. Donc gardez ça en tête. Ici, Kevin et tous les autres qui m'ont envoyé ce genre de questions, arrêtez complètement de faire ce qui vous fait mal. Si vous n'êtes pas un professionnel, c'est-à-dire un sportif qui est obligé de performer, eh bien, croyez-moi, vous avez l'occasion de le faire. D'accord ? Si vous êtes un athlète de haut niveau, le discours va être différent. Et avec les athlètes de haut niveau avec qui je travaille, c'est ça. La stratégie durant la saison, c'est un pas en avant, un pas en arrière. Un pas en avant, un pas en arrière. Et durant la off-season, c'est là où on va chercher à faire un maximum de pas en avant. Pour donner cette métaphore, je pense que c'est assez imagé ici. Okay, donc gardez ça en tête, c'est le premier truc à faire. Maintenant, il faut savoir qu'il y a toujours des alternatives. Okay, il y a toujours des exercices qu'on peut faire qui ne font pas mal. Ou alors on peut adapter les exercices pour qu'ils nous fassent moins mal. Je vais donner l'exemple du genou ici, mais ça va s'appliquer pour
vraiment toutes les articulations. Il faut simplement utiliser ce processus de pensée. Penser encore une fois en principe et pas penser en exercice figé. Si vous pensez en exercice figé en vous disant ça c'est le meilleur exercice pour les jambes, ok, et là malheureusement c'est le meilleur soi-disant exercice pour les jambes, crée des douleurs au niveau de votre genou. Ok, bah, c'est pas le meilleur exercice pour vous. C'est simplement ce qu'il faut garder en tête. Ok, donc commençons directement par décortiquer tout ça. Le premier truc à faire, c'est de continuer à faire ton programme axé sur l'articulation. Ok, peu importe la phase dans laquelle tu es, phase 0, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 pour mes programmes, bien entendu. Donc genou bulletproof, tu vas t'attarder sur ça. Tu enlèves tout ce qui fait mal. Ensuite, en parallèle, qu'est-ce que tu peux faire? Ça va dépendre d'où tu vas ressentir la douleur. Donc, imaginons que je ressens de la douleur à l'avant du genou. Okay, c'est, je sais pas, un niveau un peu plus profond, mais quand je fais des squats, etc., c'est là où je ressens une douleur à l'avant du genou. Ok, on sait que à l'avant du genou, c'est problématique. Donc, les exercices qui vont stresser cette zone-là, de manière générale, vont être problématiques. Tous les exercices qui vont être plutôt genoux dominants, les front squats, les snatch, les overhead squats, les back squats éventuellement en fonction de comment vous les performez, etc. Tout ça, ça va être problématique. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux continuer à entraîner mes jambes, mais je vais adapter le tout. Le premier focus va être de se dire, je vais viser la partie opposé. Donc si j'ai mal à l'avant, je vais choisir des exercices qui vont plutôt placer un stress sur la partie postérieure du genou. Et là, j'aurai toutes les variantes de deadlift, donc tous les soulevés de terre auxquels vous pouvez penser. Donc soulevé de terre roumain, soulevé de terre conventionnel à une jambe, ipsilatéral, contralatéral, où on tient le poids d'un côté et de l'autre côté. Vous l'aurez compris, il y a mille et une façons d'utiliser ces différentes alternatives. Ensuite, on aura des variantes de leg press. Si vous mettez les pieds un peu plus haut sur le plateau du leg press, ça va viser plutôt la chaîne postérieure. Et là, c'est là où quand il y aura une légère flexion du genou, c'est là où il faudra un peu... Il faudra tester parce que ça va dépendre des personnes. Certaines personnes ne vont rien ressentir, ne vont pas avoir de douleur. Et pour certaines personnes, eh bien, on commence déjà à ressentir la douleur, donc on doit trouver une autre alternative. Pour certaines personnes, on va pouvoir tolérer certaines fentes et pour d'autres personnes, on ne va pas pouvoir tolérer ces mêmes fentes. Donc, c'est à vous d'explorer encore une fois. Mais vous devez penser à ça comme un spectre. On a des exercices qui sont plutôt genoux dominants, donc plutôt quadriceps dominants, qui là vont placer plus de stress au niveau de la partie antérieure du genou, donc l'avant du genou, et des exercices qui sont plutôt hanches dominants, donc plutôt niveau stress au niveau des fessiers, au niveau des ischio-jambiers, etc. Et donc on doit savoir où se positionner. Si on a plutôt pas mal à la partie latérale ou médial, donc à l'intérieur, à l'extérieur du genou, encore une fois, on va modeler les exercices pour que ça ne nous fasse pas mal. Il faut explorer bien entendu, mais garder ce schéma d'exercice là en tête. Et de cette façon-là, eh bien, tu peux continuer à entraîner tes jambes et tu peux même continuer à performer. C'est-à-dire que tu pourrais continuer à lever des charges qui sont relativement lourdes, ok, sur un deadlift, parce que ça ne va pas aggraver la situation de ton genou si tu as mal à la partie antérieure. Maintenant, si tu as mal à un niveau un peu plus profond, que quasiment tous les mouvements du genou te font mal, eh bien, il faut s'attarder sur la phase 0 du programme. Si vous travaillez avec un professionnel compétent, eh bien, encore une fois, suivre ces instructions du professionnel compétent, ça dure le temps que ça dure, ok? Et à partir de là, ok, je vais graduellement réintroduire des exercices. Maintenant, il y a des exercices qui peuvent être genoux dominants et qui peuvent être tolérables si on les utilise avec des amplitudes partielles. Et là, ça devient intéressant à considérer également. Imaginons que j'ai mal au niveau de la partie antérieure du genou et quand je fais mes leg extensions, donc sur la machine de leg extension, quand je verrouille complètement le genou, c'est là que ça me fait mal. Mais quand je fais des amplitudes partielles, donc quand mon genou est à 90 degrés, 90 degrés de flexion et que voilà, je fais simplement 20 degrés, 30 degrés d'extension, je sens que ça stimule quand même mes quadriceps, mais ça me fait pas mal. Très bien, tu peux utiliser cet exercice-là, mais avec une amplitude partielle. Donc voilà comment on doit modeler le tout. Et ça s'applique vraiment pour toutes les articulations. Si vous avez mal au coude lorsque vous faites vos tractions, ok, comment je peux faire un exercice de tirage, continuer donc à entraîner mon muscle alors que j'ai pas mon coude? Ok, je vais essayer d'utiliser des sangles que je vais attacher autour de mon coude, ok, et je vais simplement bouger mon bras, donc mon numérus, c'est ce qui va dicter le recrutement ici de ma musculature dorsale et je vais pouvoir continuer à m'entraîner de cette façon-là. Pareil, j'ai mal au poignet, comment je fais? Je peux pas faire d'extension du poignet quand je fais mes pompes, mon développé couché. Je vais faire des pompes sur des haltères ou sur des barres, comme ça le poignet est droit. Il y a mille et une façons
de continuer à s'entraîner. J'ai déjà partagé cette métaphore plusieurs fois, une métaphore qui m'a été partagée par un de mes amis, Abdul, shout out à mon gars Abdul, qui dit simplement que le corps c'est comme une entreprise. Et c'est pas parce que le corps c'est comme une entreprise, je vais la faire bien, et nos articulations sont comme des employés de l'entreprise. Ce n'est pas parce qu'un employé est malade que l'entreprise s'arrête de tourner. Et c'est exactement comme ça qu'il faut penser. Okay, donc Kevin, je t'invite à continuer de t'entraîner, suis le protocole du programme genou bulletproof, d'accord? Et bien entendu, arrête de faire ce qui fait mal, trouve des alternatives. Crois-moi, crée un programme bien construit. Tu peux le faire sur plusieurs mois. Continue à faire des gains et justement voilà, faire du progrès. Et ensuite, quand tu auras un genou qui va mieux, et bien là, tu vas pouvoir réintégrer gentiment des exercices qui sont un peu plus justement genou dominant. Pour ceux qui font mon programme Restore tendinopathie patellaire et quadricipitale, franchement, c'est parmi les programmes que je préfère, que j'ai le mieux construit. Et là, vraiment, tout est décortiqué. Donc, si vous êtes un professionnel du sport et de la santé, allez checker ça parce que vous allez en apprendre énormément. Et bien entendu, si vous êtes un pratiquant qui souffre de ce genre de tendinopathie, eh bien, voilà, ça donne pas mal d'outils ici. Et surtout, le processus de pensée, c'est ça qu'il faut garder en tête. Okay, faut pas penser à un exercice bien précis. Encore une fois, une fente, c'est pas un truc, une fente. Une fente, c'est 100 trucs. Il y a 100 façons de faire des fentes. Encore une fois, à vous de vous placer dans l'espace différemment pour qu'on vise différents tissus. Okay, donc, très important de garder ça en tête. Et peut-être un point que j'aimerais mentionner également ici qui est rarement mentionné. Moi, j'étais victime de ça. C'est que, au final, quand on comprend ça et qu'on maîtrise vraiment cette science de l'entraînement et comment agencer le tout, eh bien, on pourrait être un peu lazy. On peut être paresseux et se dire, eh bien, moi, de toute façon, j'arrive à continuer à entraîner mes jambes, j'arrive à faire plein de trucs, j'ai cette douleur au genou, mais au final, ça me gêne, je peux plus faire quelques mouvements, mais hey, je m'en fous, je la laisse traîner, puis vous traînez cette douleur pendant des années. J'ai été victime de ça. Mais la vraie solution, c'est celle que je viens de donner. Travailler en parallèle dessus. Ça doit se faire en parallèle et rien ne doit empiéter sur votre travail de rééducation. Et ensuite, vous allez pouvoir refaire des squats, des sauts, etc. Okay, et moi, c'était mon truc. J'ai arrêté de faire des squats pendant longtemps. Je ne pouvais pas faire certains sauts. Tout simplement parce que j'avais trop mal au genou. Et j'ai jamais fait le nécessaire pour voilà, travailler dessus. Et ce n'est qu'avec le savoir, un peu plus de maturité dans mon entraînement que je me suis dit, ok, je vais faire ça. Et aujourd'hui, je peux refaire tout ce que, pendant longtemps, j'ai cru que j'allais jamais pouvoir le faire. Okay, donc, encore une fois, je ne suis pas le seul. Vous avez vu, je travaille avec des athlètes du plus haut niveau qui ont donné ce même retour d'expérience. Donc, je l'ai fait avec monsieur, madame, tout le monde et avec des athlètes. À vous d'être assidus. Okay, il n'y a pas de produit miracle. Mes programmes ne sont pas des pilules où vous pouvez continuer à faire ce que vous voulez faire et puis après ça va guérir. Non, non, ça demande du travail et ça demande des ajustements. Donc voilà, force à tous. Deuxième question qui a été posée ici. Salut Kevin, très bon podcast comme d'habitude. J'aimerais avoir ton avis sur la méthodologie d'entraînement en isométrie. Toute forme d'isométrie, que ce soit pour la prise de muscle et pour l'augmentation de la performance. Car j'ai commencé et j'ai des bonnes sensations, mais je ne sais pas encore quel type d'isométrie utiliser pour quel type de bénéfices ainsi que les modalités, temps de repos, angle de travail, temps sous tension, etc. etc. Et est-ce que utiliser une méthode tout au long de l'année, donc intégrée à mon programme, est pertinent ou vaudrait-il mieux de l'utiliser dans des cycles? Merci pour ta réponse et surtout merci pour tous les free tips que tu donnes dans tes podcasts / post Insta. C'est vraiment appréciable, comme tu le dis souvent, team no bullshit. Merci ici pour ta question. J'ai oublié de noter le nom ici, mais j'ai reçu beaucoup de questions concernant l'isométrie, principalement parce que j'ai fait un podcast là-dessus à l'époque et j'ai fait des posts Insta également là-dessus. Donc je vais essayer de vous donner vraiment les secrets ici. Et si vous voulez en apprendre plus, je vais déjà faire un shameless plug. J'ai mon programme Train Like Me, programmation annuelle qui, voilà, toute l'année, donc une année d'entraînement sur le développement athlétique qui va commencer le 29 janvier. Donc il reste uniquement quelques jours pour vous inscrire et là, vous allez retrouver vraiment toutes les façons de programmer ces différentes modalités, etc. Mais je vais répondre à tout ça. Donc déjà, l'isométrie, qu'est-ce que c'est? On a 3 types de contractions. On va faire très simple, vulgariser pour ceux qui ne sont pas des pros. On a ce qu'on appelle la partie concentrique du mouvement, okay, donc quand le muscle se raccourcit sous tension, la partie excentrique du mouvement, quand le muscle s'allonge dans le mouvement, d'accord, sous tension, et lorsqu'on parle d'isométrie, c'est lorsque le muscle se contracte, mais il n'y a pas de changement de longueur dans le muscle. Okay, et ça a plusieurs bénéfices. Cette popularité a vu le jour, ça fait longtemps dans le monde de la performance pour ceux qui sont vraiment calés, mais ces derniers temps, eh bien, ça a eu pas mal de popularité. Moi, j'utilise ça depuis des années sur moi-même et avec mes athlètes, et du coup, j'ai plusieurs protocoles, bien entendu, que j'ai mis en place, testés et retestés, et je vous dis exactement comment j'organise le tout. Donc, on a 2 types d'isométrie de manière générale.
générale, on a l'isométrie qu'on appelle l'isométrie overcoming et l'isométrie qu'on appelle l'isométrie yielding. L'isométrie overcoming, en très simplifié, c'est lorsque on cherche à produire un effort contre un objet immobile. Donc pensez à ça comme si vous cherchiez à pousser contre le mur, ok, vous placez vos mains contre un mur, on pousse, on contracte au maximum toute la musculature de ses jambes, de ses hanches, etc. Et là, ça bouge pas. Mais on a envoyé ce signal de force et ce signal de force crée des adaptations. On va y venir dans un instant. Ensuite, on a l'isométrie yielding. L'isométrie yielding, eh bien, c'est lorsque on va tenir une position avec un effort submaximal. Okay, c'est-à-dire qu'on n'est pas avec une quantité de force qui atteint son pic, mais on tient une position statique. Okay, donc pensez à ça comme le classique que tout le monde connaît, c'est la chaise. On se met contre un mur, on fait la chaise. Ça, exercice d'isométrie yielding. Donc on a ces deux types d'isométrie et on va les utiliser légèrement différemment en fonction de ce qu'on cherche à accomplir. Donc ce que j'ai cherché à faire ici, c'est que j'ai essayé de mettre des catégories pour que vous compreniez le tout. Donc commençons par l'isométrie overcoming. Alors commençons par la catégorie intensité. Quand on fait de l'overcoming, eh bien on utilise des intensités de manière générale, des intensités qui sont maximales, mais on peut le faire également avec des intensités qui sont submaximales, donc en dessous de son max. Okay, donc en fonction de ce qu'on cherche à faire, on peut utiliser soit son max, soit un peu moins, ce qui va développer bien entendu des qualités légèrement différentes. Je vais y venir dans un instant encore une fois, il y a plein de trucs à dire, donc je vais essayer de condenser l'information. De manière générale, lorsqu'on va utiliser de l'isométrie overcoming, l'objectif va être d'envoyer cette stimulation au niveau de notre système nerveux. Okay, on va booster ce que j'appelle notre amplificateur. Donc en envoyant ce signal de force max, on arrive à produire une quantité de force qui est supérieure à ce qu'on arriverait à produire concentriquement. C'est-à-dire que lorsque vous montez la charge lors d'un exercice, okay, la phase concentrique de votre mouvement, on arrive à produire X quantité de force. Et lorsque on fait une contraction isométrique, eh bien on arrive à produire X plus encore de force. Okay, donc on arrive à générer une quantité d'énergie qui est beaucoup plus importante. Donc pour le développement de cette qualité-là, d'accord, cette qualité athlétique, c'est-à-dire le développement de sa force max, sa capacité à recruter un maximum d'unités motrices pour atteindre un nouveau palier, l'isométrie overcoming, c'est super intéressant. Okay, maintenant, on peut l'utiliser également d'un point de vue rééducation. Okay, d'un point de vue rééducation, et c'est là où on va utiliser des intensités qui sont submaximales. Parce que on peut, comme je l'ai dit, chercher son max, mais on peut gérer la quantité de force. Okay, donc imaginons encore une fois qu'on prenne cet exemple, je pousse contre un mur, et bien je peux me dire je vais pousser à 10% contre le mur, ou à 20% contre le mur, 30% contre le mur. Et ça c'est super intéressant, parce que ça nous permet de quantifier exactement la production de force. Certes c'est subjectif, donc exactement c'est un peu contradictoire ici, mais c'est le seul marqueur qu'on a à disposition. Okay, donc on peut se dire, ok, c'est ma première semaine de réhab, je vais commencer à produire de la force, mais mon corps il n'arrive pas à tolérer 50%, 60% de quantité d'énergie, okay, d'intensité ici. Donc je vais commencer avec 10%. Et ce qui est intéressant, c'est que justement lorsqu'on utilise cette contraction isométrique overcoming, eh bien on arrive à quantifier le tout. C'est super intéressant d'un point de vue rééducation et on arrive à utiliser un modèle de progressivité. Ok, j'ai fait 10% cette semaine, la semaine d'après, je vais faire 20%, 30%, etc., etc. Et on applique le principe clé de l'adaptation du corps humain qui s'appelle le principe de la surcharge progressive. Maintenant, pourquoi c'est intéressant d'utiliser l'isométrie overcoming? Parce que le risque est très faible. On a beaucoup de retours sur investissement, d'accord, avec un risque qui est très faible. Donc, au niveau ratio, on ne peut pas faire mieux, ok? On développe plus de force et on ne se met pas à risque. Donc, franchement, quoi faire de mieux? Quoi faire de mieux? Maintenant, j'ai oublié de mentionner un truc aussi, c'était dans l'objectif, c'est qu'on va l'utiliser principalement pour le développement de la force max, mais on peut l'utiliser également pour le développement de ce qu'on appellerait la vitesse, ou en anglais le rate of force development, donc le taux de développement de la force, c'est-à-dire la capacité de passer de 0 à 100 le plus rapidement possible. On peut le faire également avec une contraction isométrique overcoming. Donc imaginons que je pousse contre un mur. Pareil, au lieu de graduellement augmenter ma production de force, eh bien, l'idée c'est de passer de 0 à 100 d'un coup, ok, 0 à 100. Et ça, c'est super, super important, super bénéfique, J'ai eu énormément de retours positifs avec mes athlètes en travaillant dessus comme ça, ok. Maintenant, comment l'intégrer? Parce que c'est la question qui a été posée ici. Comment l'intégrer? Il y a plusieurs façons de le faire. On peut le faire avec soit une articulation spécifique en isolation. Imaginons mon biceps ici, j'isole mon biceps, bam, et je fais ma contraction isométrique, ok?
ou je peux intégrer le tout au sein d'un pattern de mouvement, un squat, un développé couché, une fente, etc. Comment j'organise le tout lorsque j'utilise dans un pattern complet, ok? Même au sein d'une articulation, au final, le truc à garder en tête, c'est que lorsqu'on fait une contraction isométrique overcoming, on va avoir une stimulation nerveuse générale, yes, et au niveau de nos tissus, on va avoir un renforcement sur certains angles qui vont être bien précis. On dit que c'est plus ou moins 15 degrés, ok, donc 7, 8 degrés en haut, 7, 8 degrés en bas. Sur cette zone-là, on est devenu plus fort. Donc, d'un point de vue spécificité des angulations qu'on cherche à cibler, c'est super intéressant. Donc, autant d'un point de vue mono-articulaire, c'est-à-dire une articulation à la fois, on peut le faire, ou alors au sein d'un exercice, comme je l'ai dit, polyarticulaire, on peut intégrer le tout. Moi, ce que j'aime bien faire, parce qu'il faut aller, encore une fois, le côté logistique, pratique, avec toutes les connaissances qu'on a en tête, c'est de faire la chose suivante. J'aime bien sélectionner un pattern de mouvement et décomposer ce pattern de mouvement, donc fente, squat, etc., ce que vous voulez, en 2 à 3 parties. Et on va faire 2 à 3 séries par partie. Okay, donc, je vais faire 2 séries de contractions overcoming sur la partie 1 et 3 séries sur la partie 2, ok? Donc, relativement simple. Donc, je vais choisir 2-3 positions. Je vais faire ma contraction que je vais tenir pendant 3 à 5 secondes. Donc là, je suis sur de l'effort max, ok? Imaginons. Donc, effort max, pam, 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 je pousse. 3 à 5 secondes, j'ai terminé. Et je vais le faire, comme je l'ai dit, sur plusieurs séries. Okay? De manière générale, je vais vous dire 3 à 6 séries. Okay? Donc, vous pouvez faire 2, 4. C'est le classique que j'aime bien utiliser. Aussi simple que ça. Et au fil du bloc d'entraînement, au fil des semaines, eh bien, vous pouvez changer les angulations. Donc, imaginons que j'ai séparé le mouvement en 3. Semaine 1, je vais faire 1 et 2. Semaine 2, je vais faire position 2 et 3, etc. etc. Okay? Et si vous voulez en apprendre plus, allez checker mon programme Hybrid Strong. Voilà, la première phase, elle est axée là-dessus et vous allez avoir des gains extraordinaires. À chaque fois, les gens finissent cette phase et dans Train Like Me, les gens m'ont dit « Waouh, on a fini cette partie-là » et les gens reviennent à leur mouvement de base. Ils se disent « Ouais, j'ai rajouté 10-15 kilos à ma rep max. » Eh oui. There you have it, baby. There you have it. Donc, voilà les amis, comment intégrer ça pour l'isométrie overcoming. Maintenant, passons à l'isométrie yielding. L'isométrie yielding, eh bien, c'est super intéressant également. Okay, on utilise des intensités, comme je l'ai dit, qui sont submaximales. Donc, on n'est pas proche de notre max. Mais ça apporte d'autres bénéfices. Je dirais que contrairement à l'isométrie overcoming, bien que on devienne également plus fort dans ces angulations-là, moi, j'aime bien l'utiliser pour certaines adaptations. Et la première adaptation, on va dire générale ici en termes de qualité athlétique, va être l'endurance. On arrive à être plus endurant au niveau de certaines angulations. Donc ça, vraiment, c'est l'objectif premier qui vient en tête lorsqu'on pense isométrie yielding. On peut l'utiliser également dans une configuration de réhab. C'est super intéressant pour créer des adaptations musculaires, des adaptations tendineuses, etc. Super intéressant, ok? Parce que tout simplement en gardant, on utilise une intensité qui est basse par définition, d'accord? Et on accumule du temps sous tension. Ça va placer justement un stretch sur certains de ces tissus conjonctifs. Bref, je vous fais un très résumé ici. Et du coup, ça va créer justement un remodelage au niveau de ces tissus. Okay, donc, de ce point de vue-là, c'est super intéressant. Le risque, encore une fois, le risque est relativement faible, de la même façon que on l'avait mentionné pour l'isométrie overcoming. Mais je dirais qu'il y a une erreur quand même. Il y a une marge d'erreur qui est un peu plus importante parce que on doit trouver l'angulation qui nous fait pas mal, éventuellement. Ok, si on a mal, et on doit trouver le poids qui nous correspond. On n'arrive pas à déterminer exactement l'intensité qu'on est en train de placer sur nos tissus. Donc là, de ce point de vue-là, on est un peu moins précis. Mais on peut s'en sortir si on part avec une base du poids du corps. Tu pars avec ta base de poids du corps et tu dis, ok, ben, mon poids du corps, je pèse 100 kg. Ben, je vais progresser de 5 à 10% la semaine prochaine. Ok, ça représente quoi? Ça représente 5 à 10 kg. Mais je prends des haltères. 2,5 dans chaque main ou 5 et 5 dans chaque main et je vais tenir ma position. Encore une fois, la chaise, une position de fente, peu importe. Ok. Maintenant, la façon dont j'aime l'utiliser. Moi, de manière générale, encore une fois, j'aime bien l'utiliser à des fins de développer de l'endurance, de la capacité dans certaines angulations bien précises. Et j'aime bien l'utiliser principalement dans les positions dans lesquelles les tissus sont les plus allongés. Donc, on va penser par exemple à une position de dips où on est tout en bas, position de fente, de pompe où on est tout en bas, position de squat où on est tout en bas mais toujours actif. Eh bien, j'aime bien faire soit 2 à 3 séries de 30 à 45 secondes. Il y a énormément de bénéfices là-dessus au niveau des adaptations tendineuses,
adaptation musculaire, etc. Ou alors une série où je vais complètement à l'échec. Ça, c'est vraiment plutôt le protocole que j'aime utiliser, principalement si on a pas mal. Ok, une série où là, on se crame, on tient le plus longtemps possible. Et c'est intéressant d'un point de vue progrès également parce qu'on se dit, ok, semaine 1, j'ai tenu 1,30, semaine 2, j'ai tenu 1,45, semaine 3, j'ai tenu 2 minutes. Et moi, j'ai des protocoles bien précis où je dis, ok, si on arrive à tenir X temps, eh bien, on va rajouter X quantité de poids, etc. Ok, donc encore une fois, je vous invite à aller checker à ma programmation Train Like Me et Hybrid Strong. Vous aurez les réponses à ces questions-là et vous saurez comment l'intégrer directement. Mais croyez-moi, c'est un game changer. Maintenant, comment l'intégrer dans sa programmation? C'était une autre question qui a été posée ici. Moi, je travaillerai sous forme de cycle. C'est pas un truc que forcément je garderai toute l'année sur des patterns de mouvement, bien que on puisse, bien entendu, d'accord. Mais j'essaierai de le faire sous forme de cycle. Ok, ça c'est le premier truc que je garderai en tête. 2, 3 mois, etc. 2, 3 cycles en fonction de comment vous organisez le tout. Ok, rappelez-vous, il faut travailler sur la capacité à bouger la charge également. Ok, donc capacité à ramener son muscle sous tension lorsqu'il se raccourcit, lorsqu'il s'allonge, etc. Il y aura des bénéfices qui vont être différents. Donc sachez que à chaque fois qu'on utilise une modalité, on va en tirer des bénéfices. Donc il ne faut pas être figé sur l'idée de se dire je dois faire que ça. Non, non, il y a d'autres trucs également à prendre. Donc, on intègre le tout. Et après, on intègre peut-être une dose minimale ici comme piqûre de rappel. C'est comme ça que je ferai le tout. Maintenant, on pourrait garder ces contractions isométriques pour des articulations bien précises. Donc, j'entends par là, par exemple, pour ton genou, pour tes hanches, etc. Là, en isolation, je pense que c'est super intéressant de cycler le tout toute l'année. Il y a énormément de bénéfices à le faire. Énormément de bénéfices à intégrer ça sur une plus longue période, je dirais, pour tous les athlètes de terrain qui ont une charge de travail qui est énorme. Par exemple, moi, avec les basketteurs avec qui je travaille, c'est un truc qu'on fait, ok? Toute l'année, on va essayer de faire ça. Pourquoi c'est super intéressant? Parce qu'au final, rappelez-vous, les gars qui sont des athlètes, au final, leur taf, c'est pas d'aller à la salle de sport et de lever des charges. Ils font pas de la musculation pour faire de la musculation, pour faire du bodybuilding, pour être des powerlifters, des crossfitters. Ils veulent juste tirer les bénéfices de ce qu'on arrive à développer en salle de musculation. Et bien là, on a énormément de bénéfices, on a cette stimulation nerveuse et on a un risque qui est très faible. C'est facile à mettre en place, il n'y a pas besoin de maîtriser les mouvements à 3000%. Donc, hey, simple, efficace, meilleur retour sur investissement. Donc, si vous êtes un athlète de terrain, basket, foot, etc., c'est un truc que j'intègre très souvent. Okay, donc, voilà comment intégrer le tout. J'espère que ça va vous servir. On va passer maintenant à la dernière partie de cet épisode. On va parler nutrition, les amis. Alors nutrition, on va parler des erreurs qui font que vous ne perdez pas de gras. J'ai déjà mentionné ça plusieurs fois, mais je pense que c'est important de faire une piqûre de rappel. La première erreur que la plupart des gens commettent lorsqu'ils entament un régime, on est tous passés par là, ok? La plupart des gens se disent, ok, là, je vais perdre du poids, j'en ai marre de mon physique, etc. La semaine, je vais changer complètement mes habitudes. Et la semaine, effectivement, ces gens, eh bien, changent complètement leur habitude. Pour petit rappel, pour perdre du poids, on va créer un déficit calorique. C'est-à-dire qu'on doit consommer moins que notre base de référence. Et en créant ce déficit, eh bien, notre corps va taper dans nos réserves, et qui est le gras. Et c'est ainsi que nous allons perdre du gras. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les gens arrivent à bien tenir leur semaine de régime. Et le week-end, hey, on fait ce qu'on veut. Okay, et là, le week-end, c'est cheat meal c'est cheat week-end. Okay, il n'y a pas de cheat meal, c'est cheat week-end. Et le problème, c'est qu'au final, c'est une question de nombre. Imaginons que durant la semaine, j'ai créé un déficit de 2000 calories. Okay, on va prendre des chiffres comme ça, tout le monde arrive à faire le calcul. Chaque jour de la semaine, j'ai créé un déficit de 200 calories. Donc 200 x 5, ça fait 1000 calories. À la fin de la semaine, j'ai créé ce déficit de 1000 calories. Et le week-end arrive et je me dis, ah, tu sais quoi, franchement, j'ai tenu mon régime toute la semaine. Là, je vais me faire plaisir et je vais m'envoyer ça, des cookies, des burgers, etc. Et au final, ce déficit que vous avez créé, eh bien là, vous venez de tout foutre en l'air parce que vous venez de rajouter 1000 calories, 1200 calories, 1500 calories, peu importe. Et c'est pour ça que les gens, des fois, sont frustrés, se disent, attends, je comprends pas, je fais un régime durant la semaine, mais pourtant je prends du poids ou alors je stagne. Ouais, parce qu'en fait, tu as défait, si ça se dit, c'est un verbe, tout ce que tu as fait durant la semaine. Et là, le week-end, malheureusement, tu fous tout en l'air. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une organisation. Plus vous êtes organisé, plus vous pouvez mesurer tout ce que vous pouvez mesurer, plus ça va vous aider. Okay, ensuite, ça peut devenir intuitif. D'ailleurs, je fais mon petit coup de gueule ici. Le seul moyen d'avoir une compréhension intuitive des choses, c'est de l'avoir fait avant de manière organisée, de manière mesurée, etc. Okay, c'est impossible de faire de l'intuition si on n'a jamais organisé les choses au préalable. Okay, donc ça, c'est vraiment l'erreur qu'on a tendance à faire ici. Maintenant, deuxième erreur que la plupart des gens font, c'est que malheureusement, vous associez aliment sain avec perte de gras.
c'est vraiment le discours que j'entends tous les jours depuis toute ma carrière de coach. C'est non mais je comprends pas, pourtant je mange sainement. Ok, je dis ouais non mais je mange des noix de cajou, je mange des amandes, je mange ci ça. Ok, et malheureusement après vous allez vous faire avoir par le gars qui vous dit non mais il faut arrêter de manger des fruits le soir, les fruits c'est pas bien, il y a du sucre et ah ouais bah c'est à cause des fruits que non je prends du gras, je perds pas de poids. Non, c'est pas à cause de ça. Tout est une question d'énergie consommée, donc une question de calories, une question de quantité, c'est une question de chiffres au final ici, ok, pour la perte de gras. Bien entendu, il y a d'autres facteurs à prendre en considération. Et ces facteurs-là, on parle des nutriments qui vont être apportés, qui sont importants, bien entendu, d'accord. On doit avoir les nutriments nécessaires pour que notre corps fonctionne de la bonne des façons. Ce n'est pas qu'une question de perdre du gras, perdre du poids, ok. Maintenant, le problème de ça, c'est qu'il n'y a pas d'éléments sains à proprement dit. Je crois que j'ai fait un épisode là-dessus la semaine dernière. Et bien entendu, il y a des aliments, on pourrait s'accorder à dire qu'il y a des aliments qui sont malsains, mais même les aliments catégorisés comme sains viennent avec une certaine quantité d'énergie. Et si vous les consommez bien qu'ils apportent des nutriments, s'ils vous font dépasser votre base de référence, eh bien vous allez prendre du gras. Je le dis à chaque fois, un paquet d'amandes, eh bien, si vous mangez un paquet d'amandes en entier, eh bien c'est beaucoup plus calorique qu'un paquet de frites du McDo. Alors certes, il y a plus de nutriments, etc. Il y a des nutriments qui sont intéressants pour notre corps, mais si votre but c'est la perte de gras, eh bien malheureusement, il faut prendre ça en considération, ok? Parce que vous allez excéder votre base de référence et là, vous allez prendre du gras, ok? Donc, oubliez complètement cette association entre aliments sains et perte de gras. Ce sont deux choses qu'on doit complètement oublier. D'ailleurs, bien que je ne vous invite pas à faire ça, vous pouvez très bien manger des sneakers et du McDo tous les jours et perdre du gras. Donc encore une fois, ce sont deux concepts à différencier complètement. Aliments sains, perte de gras, aliments malsains et prise de gras. Deux choses complètement différentes, c'est une question d'énergie au total. Donc vous devez faire attention à ça. Faites en sorte que voilà, on est en dessous de notre quantité d'énergie qui ne nous fait pas prendre du gras et perdre du gras et qui est notre base de référence. Ok. Maintenant, dernier point ici qui est très important à mentionner, c'est que vous avez tendance à aller dans les extrêmes. On va se précipiter sur le nouveau régime à la mode, un truc qu'on n'a jamais essayé, un truc qui ne nous convient pas, un truc éventuellement avec des aliments qui ne nous conviennent pas, qu'on ne digère pas bien, on est ballonné, on n'est pas bien, etc. Ah mais oui, mais ça me fait perdre du poids, ma copine a perdu 10 kilos en faisant ça. Ouais, peut-être pour ta copine, mais pour toi ça ne fonctionne pas à cause de ton agenda, à cause de ta flore intestinale qui t'est propre et qui fonctionne d'une certaine façon, qui n'est pas la même que celle de ton copain ou de ta copine. Ou alors vous avez tendance à aller dans des extrêmes en vous disant je vais passer de 100 à 0. Et tous les jours je mange des cochonneries, on s'est compris là-dessus, et je vais manger que un repas par jour, ok? Parce que vous avez vu le gars sur TikTok ou Instagram qui dit c'est quoi, comment ça s'appelle cette diète? OMAD, one meal a day, ok? Et là je fais one meal a day. Et là vous avez super faim, le soir vous n'allez pas dormir, vous n'êtes pas bien, etc. Et ce n'est pas soutenable. Donc peut-être vous allez faire pendant une semaine, 2 semaines, mais ça ne va pas durer. Et qu'est-ce qui se passe? Le corps c'est comme ça. Le corps vous ne pouvez pas le brusquer. Il n'aime pas ça. Il va directement vous rebalancer dans l'extrême opposé. Vous partez dans l'extrême opposé, vous reprenez du gras. Et ensuite, vous tombez dans ce cercle vicieux. Et ce qui est encore plus vicieux là-dessus, et j'ai fait une vidéo il y a des années également sur ce sujet, c'est qu'on a un phénomène qui se passe dans notre corps. Quand vous perdez du gras et que vous faites donc cette transformation dans des extrêmes mal organisés, etc. Quand vous allez reprendre, vous allez revenir à votre alimentation normale, vous allez tomber dans l'extrême opposé, et bien votre corps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer encore plus de cellules adipeuses, plus de cellules de gras. Okay, parce qu'il se dit, hey, la prochaine fois que ça arrive, où je me mets dans cette situation extrême, eh bien je dois avoir des réserves. Et c'est pour ça que chaque transformation physique, les gens qui font des yo-yo, la fameuse diète yo-yo, eh bien, chaque transformation physique devient à chaque fois plus difficile. Et à chaque fois, on doit se mettre plus dans les extrêmes. Et malheureusement, c'est un jeu que vous n'allez pas gagner. Donc, lorsque vous entamez une transformation, une perte de gras, il faut le faire de manière organisée. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir maintenir le physique que vous avez développé à la fin de votre régime. Et ça, sur toute l'année, sur toutes les années qui vont suivre. Et c'est comme ça qu'on organise le tout. Donc voilà tous les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes, à checker les nouveaux programmes qui vont sortir bientôt et les programmes que je vous ai mentionnés ici, l'offre de moins 20% qui va durer jusqu'à... Et à la sortie de cet épisode, mais ça sort demain, ça finit demain, ok? Ça finit vendredi. Normalement, il sort jeudi, ça finit vendredi, les amis. Donc, allez checker tout ça, moins 20%, tous les liens dans la description. Et n'hésitez pas à poser vos questions pour les prochains podcasts. On est ensemble. Peace.